Mesdames et messieurs, je vous suis reconnaissant de m'accueillir au sein de ce colloque. Je remercie tout particulièrement le Château de Versailles et le Centre de recherche. Cette étude que j'ai menée contribue à poursuivre finalement l'approfondissement de ma récente thèse de doctorat qui s'intitule « Louis-Philippe, roi bâtisseur, le rêve d'une nation unifiée, le chantier du Château de Versailles de 1830 à 1848 », qui conclut 8 années donc, de ses recherches entre archives nationales et dans les documents comptables, tout particulièrement de l'Agence d'architecture, souvent inédit, du Château de Versailles. Alors, en décidant de transformer le Château de Versailles, symbole du pouvoir absolu, en musée historique et militaire, pacifique et allégorique, retraçant les époques glorieuses de la France et en premier lieu son propre régime, Louis-Philippe adresse un message politique fort au pays. L'unité de la nation retrouvée, la légitimité de sa dynastie et se pose en garant de la paix en Europe. Acteur de la Révolution française, Bourbon de haute lignée, Louis-Philippe signe l'acte de réconciliation du roi des Français avec son peuple. Au-delà du discours idéologique, qui transparaît aussi dans cette lettre privée à sa femme, Marie-Amélie, le chantier que nous avons étudié au cours de notre thèse révèle l'importance de la sauvegarde du prestigieux patrimoine. La transformation du palais en musée nécessite d'adapter les lieux à l'accueil du public qui est convié. Première étape du processus, l'entretien ordinaire des bâtiments anciens et du domaine royal apparaît indispensable pour poser les bases du nouveau décor qui se concrétisera par l'ajout d'escaliers, préparer les démolitions et les élévations, les constructions novatrices qui définissent ce nouveau musée ouvert au public et marquent le début de la démocratisation progressive du monument. L'entretien du site et la mutation des palais précèdent l'avènement de Louis-Philippe. Dès la Révolution française, surgit à Versailles l'ébauche d'un musée. Par un décret de la Convention nationale du 21 septembre 1792, le maire Hyacinthe Richaud lance le projet de faire du château un lieu de contemplation et d'éducation. Plus tard, le 19 octobre 1992, le site est affecté à la création d'un dépôt central des arts qui rassemblera les objets provenant évidemment des anciennes résidences royales du département. En 1794, la Convention montagnarde décide de réserver finalement le palais au peuple, une décision confirmée par le directoire le 18 avril 1995, qui en fait une annexe du musée central des arts au Louvre, consacrée à la gloire nationale, avant qu'il ne devienne en janvier 1797 le musée spécial de l'école française. De fait, les assemblées du régime révolutionnaire considèrent que la destruction ne peut pas être une option et choisissent de sauvegarder le site royal. Donc, après la Révolution de l'Empire, donc simplement intégré à la liste civile de Napoléon Ier, le 18 mai 1804, le musée spécial, supervisé par l'architecte Denon, inclut la conservation des bâtiments et la collection de Versailles. Nous avons parlé des nouveautés prévues par les architectes, mais l'Empire rationalise également les coûts. Et donc, il y a des économies qui sont faites au niveau du chauffage, des constructions et des restaurations sont entreprises par des restaurateurs spécialisés, comme Jean-François Lorta. En 1812, les mémoires des travaux, supervisés par l'architecte Guillaume Trepsat pour Trianon, témoignent des aménagements pour l'installation de l'empereur et les nombreuses entreprises recrutées, dont nous avons ici une liste détaillée, reprenant évidemment leur adresse et détaillant leurs compétences. Sous la Restauration, en 1814, Louis XVIII installe à Versailles l'architecte Alexandre Dufour, dévolu à la réhabilitation des lieux, mettant à jour les inventaires pour rapatrier les œuvres dispersées. Il restaure les grands appartements, dont en 1814, il confie les portes adorées, par exemple, aux entreprises Charles Munch et Alexandre Draonet, que l'on retrouvera par la suite sous la monarchie de Juillet. De 1816 à 1818, il fait reprendre corniches, toitures, marbre, carrelage, cheminées des pièces d'apparat, des ailes du Midi et des ministres. La construction, autre cette fois-ci de travaux neufs, du pavillon Dufour, étudié par Sandra Beaufils, coûte 639 000 francs sur les 6 millions de francs de budget dépensé et dont nous avons aussi décelé pour ce même pavillon 96 mémoires de travaux neufs qui suivent les projets esquissés en partie sous Napoléon. À la veille de la Révolution de Juillet, l'ensemble présente des parties rénovées, prêtes à être meublées pour l'installation de la couronne. Qui dirige les travaux d'entretien à Versailles sous la monarchie de Juillet?
L'empereur voulait faire de Versailles sa résidence. Louis-Philippe décide de faire de ce patrimoine un musée. Le roi s'exerce à l'architecture sur son domaine privé, récupéré à son retour d'exil. Le palais royal, qu'il aménage, entretient, agrandit, comme ici, on le voit sur cet état récapitulatif des dépenses faites au palais royal entre 25 et 26, et qu'il investit avec un grand souci de la conservation des monuments historiques. Il fait à Versailles, comme son ancêtre Louis XIV, un musée donc dédié à l'histoire de France en roi bâtisseur. Ainsi, le chantier royal apparaît comme une création personnelle exécutée pour les générations futures. Le musée en devenir s'inscrit dans une gestion administrative et financière spécifique, l'intendance générale de la liste civile, affranchie de l'autorité de tout ministère, Cour des comptes incluse. La liste civile de Louis-Philippe établit une dotation de 12 millions par an par la loi du 2 mars 1832. Après, évidemment, un long débat parlementaire relaté dans la thèse de David Frappet en 2012. Elle est chargée surtout de gérer la vie quotidienne de la maison du roi, ses domaines et palais rattachés. Voici donc cette ébauche de loi. La liste civile traduit la réalité politique de l'époque, à savoir que le territoire et la fortune de la France n'appartiennent plus au roi, mais à la nation. En fait, un jeu d'alliance entre la Chambre permet au roi de faire ce que bon lui semble de son argent. Ce principe prendra fin avec le décret du 26 février 1948, avec lequel le gouvernement provisoire de la République rendra à la gestion ordinaire des biens de l'État l'ensemble des services dépendant de la liste civile, dont Versailles. Mais en 1932, Louis-Philippe est son seul maître à bord et nomme ses fidèles. 3 intendants généraux de toute confiance, le sommet de la hiérarchie, se succèdent, ils gèrent aussi l'entretien comme les travaux neufs. 2 anciens bonapartistes assurent les fonctions d'intendant, le baron Agathon Jean-François Fin, Camille Bachasson, le premier portrait ici à votre gauche, comte de Montalivet, mais aussi Pierre-Marie Taillepied, comte de Bondy. Ces 3 hommes, orléanistes convaincus, soutiens du régime, administrateurs scrupuleux, ont voté pour le dernier chef du gouvernement de Charles X, à savoir, le comte de Polignac en 1830. Le roi prend conseil également auprès d'architectes de son entourage. On retrouve ici Pierre Fontaine au milieu, qui lui consacre 3 heures presque par jour, l'accompagne à 254 reprises à Versailles en 15 ans, s'investissant fortement dans les phases de transformation, mais également dans l'entretien du palais. Leurs adjoints et directeurs de la liste civile se dotent d'un personnel équivalent à ceux d'un ministère, interviennent dans la gestion comptable des monuments, contrôlent les dépenses des architectes et débloquent les crédits. De son côté, de 1932 à 1948, l'agence d'architecture de Versailles impose son omniprésence. Elle emploie 14 employés administratifs, 21 dessinateurs, 2 experts vérificateurs qui contrôlent les comptes, 12 fournisseurs de matériel. L'agence est dirigée par Frédéric Neveu, c'est le 3e personnage ici, contrôleur déjà à Versailles en 1810, inspecteur sous Alexandre Dufour à Trianon en 1815, il connaît donc très bien le palais, et le remplace le 1er juin 1832. Le chantier est relaté dans 398 rapports et 358 lettres administratives échangées entre eux que nous avons pris soin de dépouiller. Le responsable technique des travaux, c'est l'entrepreneur. En tout, 134 référencés, dont le peintre Joran s'initie un acte de soumission avec la couronne, comme tous les entrepreneurs. Et il s'engage à exécuter un travail aux conditions qui lui sont exprimées par ses supérieurs. Tout ça est dûment mentionné dans cet acte. Son rôle est de coordonner l'exécution des travaux, neufs ou d'entretien, souhaités par l'architecte, de garantir l'usage des matériaux, de meilleurs choix et de première qualité, dira Neveu, et le réemploi des stocks de la couronne qui représentent un moindre coût pour le budget de l'État. Ainsi, le menuisier Binard, que vous voyez ici, devra réutiliser le plomb ancien, le peser, le recycler, le déduire de ses coûts de travaux d'entretien. Ainsi se déroule le processus. Le directeur des bâtiments autorise les travaux d'entretien, répartit les enveloppes budgétaires entre l'entretien, les réparations, les travaux neufs. Les entrepreneurs soumettent aux décisions de l'architecte et lui livrent devis, attachements et mémoires. Les experts vérificateurs assurent la correction des coûts pour chaque ligne des différents mémoires, provoquant jusqu'à 4 ans de retard de paiement
des entrepreneurs. Ceux-ci sont mis en paiement dans l'ordre de l'exercice annuel. Vous imaginez bien la durée d'attente de ces personnes avant d'être réellement rémunérées. La richesse des pièces comptables porte sur la mention du prix des matériaux, le nombre et le traitement variable, parfois misérable, des ouvriers. De 1 franc par jour pour un garçon de force de 8 à 16 ans, à 12 francs pour un sculpteur qualifié du Jean-Baptiste Plantard. Après avoir évoqué les acteurs, brièvement, notre étude s'intéresse particulièrement à la sauvegarde de l'entretien du site royal sous la monarchie de Juillet. Vous avez ici un mémoire des travaux d'un entrepreneur, celui d'Alasia, qui est assez connu au château. Il y en aura 2 autres, des fumistes poiliers. À partir donc d'un tableau que nous avons réalisé reprenant les 9691 mémoires de travaux connus de l'agence Neveu, nous avons établi la somme totale des travaux, que les sommes totales des travaux s'élèvent à 14 millions de francs de l'époque, et 4,4 millions sont dévolus spécifiquement à l'entretien ordinaire et aux grosses réparations. Nous avons relevé que le coût global attribué aux travaux ne sont pas excessifs par rapport, ou même démesurés par rapport à d'autres travaux culturels et cultuels de l'époque, mais à la hauteur du symbole qu'a voulu lui conférer le roi. 14,6 millions pour la restauration de la cathédrale de Troyes, par exemple, à titre de comparaison. La part du budget destiné à l'entretien et aux réparations des bâtiments, en somme, la part de la conservation préventive du château à l'époque, avant l'installation des décors, pendant l'installation des décors, représente 34% des sommes, 62% des mémoires. L'entretien ordinaire des palais et des dépendantes représente donc un apport de 4530 mémoires de travaux inédites que nous avons relevées. Voilà pour les chiffres. Mais qu'en est-il des travaux engagés pour assurer cet entretien et ces réparations? À l'avènement de Louis-Philippe, l'architecte Alexandre Dufour assure toujours de fréquents entretiens sur le domaine et les palais de Versailles et Trianon. Pavillons de chasse, murs de clôture, de Trianon, de Versailles, toiture des fermes, petites et grandes écuries, maisons des gardes. Tous les dossiers sont repris ensuite par Frédéric Neveu et poursuivis annuellement. Les fermes font désormais l'objet de 18 mémoires chaque année pour conserver le domaine dans un bon état. La vénerie réhabilitée accueille les logements pour les officiers. 13 petites glacières destinées à stocker la glace pour garder frais les aliments à Clagny, au potager, dans la ménagerie, au parc aux cerfs, sont à leur tour rénovées. Au début de chaque année, l'architecte fait un état des besoins pour l'année suivante à Isidore Godard-Dubuc, son directeur des bâtiments, chiffre les dépenses et constate l'état d'entretien par des déplacements réguliers sur le site. Au Grand Trianon, par exemple, l'humidité et le froid avaient détérioré les canalisations et les murs peints et les escaliers extérieurs en pierre, et Neveu lancera donc un projet d'entretien spécifique. Pendant tout le règne, les 2 Trianons vont bénéficier d'un entretien régulier, approprié, dans les écuries, les toitures, les serrures, et un marché d'adjudication de l'horlogerie que l'on fait venir désormais du garde-meuble. En 1934 est restauré le Grand Perron de Trianon. Et vous trouverez le même tous ces éléments au château de Versailles. Des réservoirs au bâtiment du domaine, nous constatons ainsi l'intensité de l'entretien sur une année, plus conséquente encore qu'avant l'arrivée de Frédéric Neveu. Autre type d'entretien, finalement, concerne les grosses réparations, qui requièrent de rétablir dans leur état initial, c'est la définition de l'époque, toute structure patrimoniale qui aurait été accidentellement endommagée. On prévoit un budget l'année précédente, curieusement, comme pour l'entretien. Mais ce budget annuel d'urgence est précisément aligné sur une année, destiné aussi en cas d'incendie et d'intempérie à remettre en état les biens du domaine. On prélève ensuite de l'argent également sur l'entretien lui-même, sur les services. Et voilà, un total de 1400 mémoires de travaux d'entrepreneurs seront ainsi assurés et assurent plutôt les réparations souhaitées, soit 15,3% du total des mémoires produits sur toute la période de la monarchie de Juillet. En 1933, et les réparations d'envergure sont programmées à l'orangerie. Le fragile bâtiment à voûte souffre des infiltrations d'eau et d'usure
des vitres qui sont remplacées par l'entreprise Des Monceaux. Ici, on a un exemple de remplacement ou de vitres proposées par Des Monceaux pour les fermes, qui elles-mêmes seront restaurées en 1839-1841. Mais on retrouve cela sur la plupart des bâtiments annuellement. Dès qu'il y a un problème, une tempête, des ouragans qui sont mentionnés dans les archives du château de Versailles, eh bien, des mentions de travaux d'entretien sont mises en place et surtout des mentions de travaux dans l'enveloppe des grosses réparations. Notons que les travaux de réparation concernent pour l'essentiel des bâtiments du domaine durablement abîmés par la vétusté. Démolir pour ouvrir et moderniser. L'entretien de Versailles est d'abord conçu pour apporter des solutions techniques à l'installation du musée et à son ouverture au public sous la monarchie de Juillet. Participant à cet entretien, la démolition d'un bâtiment, quelle que soit la qualité de l'édifice, est une réalité quotidienne pour les architectes du 19e. La réflexion sur la patrimonialisation et la conservation des monuments historiques nécessite encore un cheminement intellectuel et législatif qui prendra un certain temps à se concrétiser. La monarchie de Juillet participe à ce réveil des consciences. Le besoin de conserver le passé évidemment exige de protéger des bâtiments les plus anciens afin d'entretenir la mémoire et en même temps de les sacrifier à la gloire d'une idéologie, d'une nation et d'un souverain, typique du 19e. Et évidemment, de créer ensuite de nouveaux ensembles. Il ne s'agit pas pour nous de juger de la recevabilité de ces décisions, mais de prendre conscience de la place des démolitions dans l'histoire qui nous permet, en quelque sorte, de comprendre la nécessité de sauvegarder ce qui subsiste. C'est le cas relevé dans les anciens appartements des princes et de leurs gouvernants dans l'aile du Midi. Les premières démolitions sont rarement exécutées pour y exposer des tableaux. Sont exécutées pour exposer des tableaux. Plusieurs corps d'entreprise vont décrire minutieusement le démontage des 33 pièces du rez-de-chaussée, par exemple, de l'aile du Midi. Le programme est planifié, comme le montre la consultation de différents mémoires. Les premiers à intervenir sont les décorateurs, comme ici le miroitier Fizanne, mais aussi les fumistes et marbriers. Afin de vider les lieux, puis viennent les serruriers. Les grands corps finissent le travail, menuisiers, terrassiers, maçons, charpentiers. Ainsi, de juillet à septembre 1933, ici le miroitier Fizanne retirera les glaces pour les stocker au garde-meuble, les inventorier dans 2 pièces au rez-de-chaussée de l'aile des ministres et les réemployer dans d'autres palais comme à Saint-Cloud. Le maçon Le Fuel abat finalement les murs en 16 jours en septembre 1933. Ceci est pour le rez-de-chaussée. À la suite des démolitions, il est nécessaire de définir un parcours précis pour un musée et d'aménager les nouveaux espaces, des ailes et des salles pour en transformer l'usage et donc d'entretenir. Bâtis en pierre, munis d'armatures en fer et de rambardes en métal, des escaliers luxueux décorés de marbre déjà existants et de stuc en balustrade en fonte sont créés à nouveau, augmentés et facilitent l'accès aux étages d'un bâtiment et permettent d'orienter un parcours d'un musée. Un aménagement que nous devons en grande partie à Louis-Philippe, qui fait modifier aussi ensuite les toitures pour en améliorer l'éclairage zénital et moderniser le style du bâti pour qu'il s'accorde aux besoins du moment, c'est-à-dire le sien. La caractéristique première est de rendre pratique le cheminement pour les visites royales et pour le futur public. Je vous rappelle qu'il est venu 398 fois au château de Versailles pour superviser le chantier d'entretien et de transformation du palais. Après 1936, le parcours se développe de façon exponentielle en raison de l'agrandissement du musée. Grâce à l'ingéniosité, la persévérance du roi, toujours sur le terrain, se plaignant de tout, le public va pouvoir bénéficier pour la première fois d'une muséographie orientée de façon à présenter de longues galeries historiques et d'une succession de salles aboutissant toujours à un escalier qui dessert les étages et les ailes, entre eux jusqu'aux attiques. Autre nouveauté en termes de gestion et de réorganisation des services destinés à un musée, eh bien, ce sont la conciergerie, tenue depuis des années par la famille Beauchemont, que l'on présente ici, dans le relevé et le registre du personnel du musée, qui est toujours conservé ici. Et cette conciergerie va se transformer en régie, celle qui est là au quotidien, finalement, pour ouvrir, fermer. 89 personnes seront recrutées à la fin de la période.
Les gardes suisses et anciens grognards napoléoniens ont vêtu des tenues de gardiens désormais. Ils sont souvent identiques d'ailleurs dans chaque palais. Ils surveillent les accès et les salles qui ouvrent d'abord aux ouvriers avant 37 et puis au public après 37. Donc on voit ici la modification aussi de cet élément particulier qui participe justement à la maintenance et à l'ouverture de ce palais. Il relève les passages dans un registre des entrées qui nous a permis de mesurer le succès du site. 3 millions de visiteurs pendant la période du 10 juin 37 jusqu'en 46. Pas conservé 47-48, mais 3,270 000 personnes en octobre 46. On peut imaginer qu'en 47, on rajoute encore un petit peu, on est à peu près autour de 4 millions. Alors, ces archives témoignent du rôle de ces agents dans l'entretien des feux de chauffage, la surveillance de l'incendie en sonnant une cloche et l'ouverture des portes des ouvriers. Tout ça est relevé dans ces registres. On est très détaillé et on note les choses, de l'architecte dans ses rapports jusqu'au concierge et même jusqu'à la personne qui est chargée de relever ça devant la porte. On met ces indications-là. Et c'est dans ces types de registres qu'on le retrouve, qu'on a sonné la cloche lors d'un pseudo-incendie qui n'a jamais eu lieu finalement, comme le précise le même registre. Autre innovation majeure, toujours pour améliorer le confort également, mais aussi en partie pour l'entretien du palais et de ses œuvres que l'on va installer, puisqu'on propose d'installer un décor, un nouveau décor, c'est le chauffage et les balustrades pour préserver les œuvres. Souhaité par le roi, il est clair que le chauffage représente un outil moderne de confort, assure la bonne conservation des objets, rend agréable les lieux dédiés aux visiteurs. Tout ça, il le constate, le roi, il s'en plaint. En conséquence, le roi fait installer au sous-sol, dans les anciennes fourrières et sous les escaliers, des calorifères. On voit ici des calorifères sous un escalier, un grand escalier qui a été réaménagé avec des tuyaux dans les murs, qui passent bien dans tous ces murs et qui sont ensuite relevés sur des autres plans à plat que vous voyez là. En rouge, on voit les conduits de fumée peints et qui permettent justement cette circulation de la fumée d'un côté et de la chaleur de l'autre. C'est assez intéressant. Il se démarque également la comptabilité, les plans détaillés, les mémoires de ces fumistes poiliers se démarquent clairement aux autres murs anciens et des murs transformés par différentes couleurs que l'on montre sur les plans. Les dimensions des pièces sont relevées, les calorifères sont minutieusement dessinés, ce qui nous permet d'en étudier le fonctionnement. Le chauffage central, une révolution au château indéniablement, est arrivé à la 9e place en termes de dépenses sur les 134 entreprises enrôlées. Un autre point rapide, important, concerne la fabrication des balustrades et des mains courantes. Un détail, pas tant que ça, parce qu'il faut garder à distance maintenant ces visiteurs et éviter ainsi qu'on touche les tableaux et les glaces des salles historiques, des ailes latérales et des galeries donc qui ont été créées. L'architecte Frédéric Neveu et le serrurier Alexandre Antoine Coudray doivent y pourvoir en urgence, en 35 en galerie des batailles, en 40 en salle des croisades et ici en salle des maréchaux en 1836. Chaque mémoire détaille comme cela a été conçu, pourquoi, la raison, le coût et qui s'est occupé de ces travaux. Enfin, le nouveau musée qui accueille du public se doit de disposer de commodités. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, avec les différents types de latrines, hommes et femmes, communes ou royales, ils ont besoin d'installations particulières. On crée donc des garde-robes. Des garde-robes et également des sièges d'aisance disposés à chaque étage, adaptés au rang, à la pudeur des personnes distinguées, mais aussi pour le grand public qui bénéficie d'endroits les plus simples. 67 emplacements sont référencés, dont 27 cabinets installés dans l'aile du Nord, 18 latrines, cabinets d'aisance et garde-robe dans l'aile du Midi, 22 dans l'aile du Ministre. Marie-Amélie, la reine, se voit attribuer ses propres cabinets d'aisance dans le local au pied de l'escalier de la Forge, pour ceux qui connaissent, et dans, évidemment, une garde-robe particulière où elle peut enlever son manteau dans l'ancien cabinet de la Cassette. L'architecte Neveu profite lui aussi de sa garde-robe personnelle avec vestiaire et machine à petits coins, mentionnée ici
en numéro 4, cabinet d'aisance au deuxième au-dessous. Hein, vous voyez. Tout cela prête évidemment à sourire. Néanmoins, l'ouverture d'un musée est possible sans billetterie, car gratuit, c'est le cas à l'époque, mais pas sans toilette. En guise de conclusion, la motivation profonde de Louis-Philippe est d'ancrer définitivement le monument dans un lieu de mémoire collective, concrétisant son rêve d'une nation unifiée et la légitimité de sa dynastie. Voilà pour le programme. Dans ce but, le palais est entretenu, aménagé, restauré, en encourant aux techniques les plus modernes. L'intendance de la liste civile crée de nouvelles règles pour entretenir l'état de propreté des salles à l'attention du public. Nous pouvons mettre au crédit de Louis-Philippe cette incroyable envie d'innovation alimentée par les enveloppes liées à l'entretien et aux travaux neufs. C'est en détruisant certaines zones et en reconstruisant d'autres parties que le roi a redonné une nouvelle destinée au palais. En 1892, quelques années plus tard, j'allais dire, le conservateur Pierre de Nolac, bien connu, chantre du renouveau de Versailles, concédait à Louis-Philippe, ça a dû lui coûter un peu, le caractère irrémédiable du passage du site de résidence à un musée de l'histoire par l'art. Je vous remercie